de la société romaine. Alors même si le cours introductif en lui-même ne portait pas sur l'organisation de la société romaine. Je vous le rappelle, si vous n'avez pas vu la première partie, commencez par aller voir cette première partie. Donc ici, ce cours introductif a pour but même, de vous redonner des bases sur Rome. Pouvoir un petit peu resituer tout ce qui concerne la Rome antique. Alors hier, mon mode présentateur marchait très bien. Pourquoi il ne veut plus remarcher? Là, c'est bon. Bon, donc pour la première partie, nous avions vu Rome par l'archéologie. Hein. Rappelez-vous, hein, avec tout ce que j'ai dit à propos des Étrusques, hein, notamment de la complexité du déchiffrage de l'étrusque et de la compréhension de la civilisation étrusque en elle-même. Maintenant, dans cette seconde partie, je vais m'attarder sur la fondation de Rome par les rites et les traditions. Donc on est sur quelque chose, j'allais dire presque le cœur au final, hein, de la vie romaine, qui est rythmée par un nombre de rites très importants, hein, et les traditions ont une place également privilégiée dans le cœur et dans la coutume des Romains. Donc en parlant de coutume, justement, il y a une coutume ancestrale qui s'appelle le mos maiorum. Donc c'est du latin, un mos, M-O-S, et maiorum, M-A-J-O-U-R-U-M, donc le mos maiorum, qui signifie en réalité la culture ancestrale. Et c'est cette culture qui est le fondement de tout dans la société. Hein, rien ne peut contester cette coutume ancestrale. Donc les Romains, je vous disais qu'il y avait un nombre de rites incroyables. En effet, les Romains ont toujours veillé à reproduire les rites ancestraux, hein, même s'ils en ont oublié la signification. Hein. C'est ça qui est un petit peu surprenant, hein, c'est-à-dire que eh bien, les Romains pratiquaient des rites. Alors ça peut être des sacrifices, hein, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais ils pratiquent des rites alors qu'ils ne savent même plus pour qui c'est, hein, et pourquoi est-ce qu'on réalise ce rite, mais la tradition du mos maiorum l'oblige, les ancêtres le faisaient, donc nous devons le faire. Donc pour qu'un sacrifice soit agréé par les dieux, hein, il doit être fait comme à l'époque, sinon ça ne marche pas. Donc c'est une fois de plus cette emprise du mos maiorum. Si il n'est pas respecté au millimètre près, le sacrifice n'est pas considéré comme bon, et donc il est annulé, il faut le recommencer. Hein, il y a une des règles pendant les sacrifices, c'était qu'il fallait qu'il y ait un silence total. S'il n'y avait pas de silence total, s'il y en avait même pour tousser, hein, il y a quelque chose dans la gorge qui tousse, hop, ça foire le rituel, il faut tout recommencer. Donc vous imaginez, c'est un rituel qui dure 3 heures, il faut se retaper 3 heures de rituel. Le principe romain qui repose sur ce mos maiorum, le principe romain veut que l'existence d'un précédent permet de le légaliser. C'est-à-dire que si quelque chose a été fait dans le passé, il appartient au mos maiorum, et de par le fait de cette appartenance au mos maiorum, eh bien, c'est considéré comme légal. Voilà. C'est un petit peu une base également du droit romain. Donc c'est ainsi que de nombreux auteurs se sont intéressés aux traditions romaines. Alors c'est une source qui devient très solide et intéressante. Les rites deviennent des véritables symboles, hein, de la société romaine à l'époque des premières communautés. Hein, on retrouve des cultes très anciens, hein, comme le culte de Jupiter, Jupiter Latiaris. Hein, Latiaris, L-A-T-I-A-R-I-S,
enfin, dans la période romaine, pardon, on retrouve différentes formes de Jupiter. Jupiter Latiaris, ou alors vous avez Jupiter Capitolin, Jupiter très bon, très grand, enfin, différentes faces, disons. C'est très réducteur de parler, quand on parle de religion romaine, de dire qu'il y avait un culte rendu à Jupiter. En réalité, ça ne veut rien dire. Hein. Un Romain ne comprendrait pas réellement, comprendrait le principe, si vous voulez, mais ne comprendrait pas vraiment ce que vous entendez par culte rendu à Jupiter. Parce que c'est jamais Jupiter tout seul. Voilà. Et c'est l'équivalent pour l'ensemble des dieux romains, hein, de la mythologie romaine, euh, du panthéon, voilà, des dieux. Ils ont tous quelque chose. C'est jamais le dieu tout seul. C'est toujours un adjectif, si vous voulez. Et les temples sont répartis de cette façon. Hein. Par exemple, le temple le plus connu, c'est le temple de Jupiter Capitolin, à Rome. Bon, eh ben, l'adjectif, entre guillemets, c'est Capitolin. Bon, ce qui signifie en réalité, c'est juste parce qu'il est sur le Capitole. Mais c'est Jupiter, c'est pas Jupiter tout seul, c'est Jupiter Capitolin. Hein, ils auraient pu l'appeler temple de Jupiter, mais non, c'est Capitolin. Donc ce culte du dieu Jupiter Latiaris, euh, il a lieu dans le Monte Cavo, hein, donc Monte, M-O-N-T-E, et Cavo, C-A-V-O, Monte Cavo, au cœur du Latium. Alors c'est une région euh, qui était très volcanique, hein, enfin qui est encore d'ailleurs, qui était volcanique, hein, un très ancien sanctuaire de Jupiter Latiaris a été retrouvé. Hein, donc Latiaris, c'est un rapport avec l'idée de latin, Latiaris, latin, et sous sa forme archaïque. Hein. Donc c'est l'hypothèse qui a été formulée. Donc il se déroulait des fêtes romaines purement pastorales. Hein. Donc là, bien sûr, immédiatement, vous allez faire le rapprochement avec ce qu'on a vu dans la première partie. Hein. Je ne reviens pas là-dessus, hein, mais sur simplement l'idée du mix entre les Étrusques et les Latins, au cœur de ce Latium, hein, même au cœur de Rome, et qui se sont répartis sur les différentes collines, et de ces peuples qui vivent au rythme des transhumances. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve des fêtes romaines purement pastorales, hein, avec les sacrifices notamment d'un bœuf, par exemple. Alors, il n'y avait pas de céréales, hein, il y avait du fromage et de la viande. Hein, voilà. C'était la tradition de ces fêtes, c'était ainsi. Alors, les participants étaient organisés en groupes qui s'appelaient Populi Albenses. Donc, Populi, P-O-P-U-L-I, et Albenses, A-L-B-E-N-S-E-S, qui signifie peuple d'Albe. Populi, un peuple, vous le retrouverez sous la période romaine, sous la période républicaine, avec le fameux spéculaire, hein, Senatus Populus Quae Romanus, le Sénat et le peuple romain. Eh bien, le peuple, c'est Populus, hein, c'est Racine. Populus, ici Populi. Et Albenses, ça désigne la cité d'Albe, en Italie. A-L-B-E-S, Albe. Donc Populi Albenses, peuple d'Albe. Alors Pline l'Ancien, auteur romain, nous dit que c'était des Albins. Donc ces peuples-là, qui s'appelaient Populi Albenses, il y avait des Albins, il y avait les Coriolans, hein, C-O-R-I-O-L-A-N-S, et il y avait les Fidanettes, les Fidanettes, F-I-D-E-N-A-T-E-S. Et donc tout cela, en réalité, ça correspond aux habitants du Latium. Et cette vieille tradition sera toujours faite sous l'Empire, hein, et elle remonte bien avant la fondation de Rome, hein, la fête pastorale. Hein. Donc elle date, on la daterait environ vers le Xe siècle avant Jésus-Christ. Bon, cette tradition
elle témoigne de la prédominance de Albe, de la cité de Albe. Et cette prédominance se retrouve également dans la légende de Romulus et Rémus. Alors vous avez d'autres fêtes comme la Ligue du Septimontium, hein, et autres fêtes du 11 janvier. Hein. Ces fêtes-là, fêtes du Septimontium, réservées exclusivement aux latins. Hein. Par la suite, on verra, hein, notamment à l'organisation de la société, mais au cœur de la société romaine, il va y avoir premièrement pardon, un mix réellement qui va se faire étrusco-latin, et par la suite, il va y avoir une séparation, hein, et certaines choses seront réservées exclusivement aux latins pour un but, tout simplement parce que les tensions devenaient très fortes entre les Étrusques. Hein. Par la suite, ça mènera même jusqu'à des conflits. Hein. Alors, je ne sais plus combien il y a de conflits romano-étrusques, hein, mais il va y en avoir 3, je crois, 3 guerres romano-étrusques. Enfin, pas romano-étrusques, latino, pardon, étrusques. Les latins contre les Étrusques. Donc ces latins, ce sont tous les Romains, hein, qui dans leur famille, tous les Romains, pardon, qui dans leur famille avaient des ancêtres qui remontaient aux Sabins, ne participent pas à cette fête. Donc lors de cette fête, le Septimontium, il y avait une procession tout au long des 7 collines. Donc d'où le nom Septimontium, hein, 7. Il nous donnait le chiffre 7. Hein. Alors il passait à côté notamment des tombes des 27 Argiens, A-R-G-I-E-N-S. Alors ces Argiens, ce seraient des Grecs qui viendraient de la cité d'Argos avec Hercule. Donc j'en avais parlé également dans la première partie, hein, un petit groupe de Grecs, et vous avez la version Énéide, si je peux dire, avec Énée, et vous avez cette version également avec les Argiens, les Grecs. Alors une légende dit justement à propos de ces Argiens, hein, que ce seraient des Grecs qui seraient venus libérer, entre guillemets, le Latium. Et Pline l'Ancien nous indique l'itinéraire, hein, de ce parcours. Alors, si ma mémoire ne me fait pas défaut, ils commencent au Palatin, après ils vont à Veia, après il y a le Fagutal, le Subur, le Germal, l'Opius et le Ciscius. Ça aurait été quelque chose comme ça. C'est le chemin, donc la procession qui se fait autour de ces 7 collines. Donc cette ligue témoigne des origines également préurbaines de Rome. Donc maintenant, je vais me faire une sous-partie ici pour me concentrer plus sur les légendes. Hein. Là, j'ai fait les rites. Et maintenant, je vais me centrer plutôt, même si rites et tradition, au final, on aurait pu le grouper, hein, mais dans la tradition, je vais plutôt englober tout ce qui concerne la légende. Alors, pour ce qui concerne la légende, on peut déjà noter une grande différence entre les Grecs et les Romains. Les Grecs ont une mythologie et les Romains non. Il n'y a pas de. C'est pour ça que tout à l'heure je me suis repris et au lieu de mythologie, j'ai parlé de panthéon. En effet, il n'y a pas de mythologie. Quand dans le secondaire on présente les Romains, les dieux romains en parlant de mythologie, c'est absolument faux. Parce que les dieux ne sont pas des mythes. Non. Les mythes, ce sont les grands mythes grecs que vous connaissez, racontés à la fois dans l'Iliade et l'Odyssée. Voilà, la prise de Troie, Hercule, Achille, Hector, Paris, Énée également. Tout ça, ce sont des mythes.
pour vraiment parler. On ne retrouve pas ça dans les Romains. Parce que, alors c'est pas que les Romains n'ont pas du tout de mythe, parce que je vous ai dit qu'il y avait un rapport avec Énée. Mais la différence, c'est que les Romains, eux, ont toujours cru que les mythes étaient des histoires vraies, qui étaient vraiment arrivées. Alors que les Grecs, non. Les Grecs avaient leur mythologie posée, alors bien évidemment qui vantaient l'exploit des Grecs, etc. Bon. Mais les Grecs savaient pertinemment que cette mythologie était fausse. C'était pas vrai. C'est-à-dire qu'ils savaient très bien qu'ils ne descendaient pas des dieux, d'Hercule, Énée, etc. Ils savaient que c'était des histoires qu'on racontait au coin du feu pour faire plaisir aux enfants, etc. Les Romains, à l'inverse, eux, étaient persuadés que, au final, ce que le grec appellerait mythe, pour un Romain, pas de mythe qui traîne. C'est la réalité, c'est ainsi. Par conséquent, la légende de Romulus et Rémus était considérée comme histoire vraie. Alors, selon la légende de Romulus et Rémus, la date de la fondation de Rome est le 20 avril 753. Le 20 avril, ça deviendra une sorte de fête nationale, hein, puisque jusque sous l'Empire, on fêtera le 20 avril. Donc ce 20 avril, on sait qu'il y a dû y avoir quelque chose, qu'il s'est passé quelque chose. On a retrouvé sur le mont Palatin des poteries qui dateraient du 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc ce qui nous confirme, dans l'hypothèse de 723. Mais on peut se poser la question de pourquoi avoir une date si précise, 21 avril 753. C'est souvent rare, on pourrait avoir un siècle, ou on pourrait avoir l'année, hein, dans l'année 753. Non, ici, on a vraiment une date précise. Pourquoi une date précise? Eh bien, tout simplement parce qu'elle sert à tirer le thème astral de Rome. Tout le thème astral de Rome est basé sur le 21 avril 753. Et donc, pour une question d'une certaine commodité, il était facile de planter une date précise. Ah. Alors, qui est peut-être vrai, on n'en sait rien, mais en tout cas, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que par question de facilité, on plantait la date là, et c'était très bien. Hein. Bon, il faut penser que c'est pas inédit hein, comme pratique. Ça va se renouveler. Pensez au christianisme. On choisit le 25 décembre pour la date présumée de Jésus-Christ, enfin le 24 et le 25. On choisit cette date-là parce que, tout simplement, elle arrange tout le monde. Parce que depuis une éternité, et même depuis l'époque romaine, à cette date-là, c'est un changement de solstice, pardon. Et puis il y a une fête, alors je ne sais plus laquelle c'est, fête du soleil nouveau, enfin je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et il y avait déjà cette date-là dans le calendrier, du coup, calendrier julien, parce qu'on n'est pas encore au calendrier grégorien. Enfin si, on va passer au calendrier grégorien et on s'est basé sur le calendrier julien. Et du coup, comme il y avait cette date-là, comme c'était déjà clair dans l'esprit des gens, l'Église s'est dit, eh ben, on va coller cette date-là, comme ça colle avec un autre événement, et puis comme ça c'est plus facile pour faire la propagande, si vous voulez, pour diffuser la date. C'est plus facile de dire c'est cette date-là,
Et pour s'en souvenir, on va penser que ça tombe en même temps que le solstice ou la fête de machin. Comme ça, fait d'une pierre deux coups. Et avoir une date précise, eh bien, ça permettait évidemment à l'Église la facilité de tirer le thème astral, entre autres, pour pouvoir fixer les autres grandes dates, pour pouvoir fixer Pâques, pour pouvoir fixer l'Ascension, etc. À partir d'une date fixe, c'était plus facile d'établir le calendrier. Bon. Donc vous voyez que c'est une pratique qui sera renouvelée, et donc qui n'est pas spécifique à Rome. Alors il est parfaitement concevable qu'une telle tradition remonte aux origines de la cité. Puisque la religion romaine, en tout cas, suppose l'observation scrupuleuse d'un calendrier strict. Et donc là, pensez également au Mos Maiorum. Ah oui, parce qu'avec le Mos Maiorum, je vous ai dit, les rites, il ne faut pas les changer. Donc on ne change pas la cérémonie, mais on ne change pas la date non plus. Donc, pour que ce Mos Maiorum soit appliqué et soit respecté dans les meilleures conditions, pour que les dates tombent au bon moment, eh bien tout simplement, ce que je voulais dire, j'ai oublié. Oui, il y a l'établissement d'un calendrier strict, voilà. L'établissement de ce calendrier strict, pour que ça colle vraiment au Mos Maiorum. Mais comme ça, c'est vraiment bien clair, c'est fixé. Et par la suite, sous la période républicaine, même un petit peu avant, il y aura le Pontifex Maximus, hein, le chef, si vous voulez, de la religion, qui lui sera chargé d'appliquer justement ces rites et ces traditions, faire en sorte qu'elles soient respectées. Donc les sacrifices, comme je vous l'ai dit, étaient d'abord définis en fonction du jour précis. Hein. Et aucun homme, parce qu'il y a le Mos Maiorum, ouais, donc je vous le répète, je vous le martèle, parce que ça, si vous ne l'intégrez pas, Mos Maiorum, il y a des choses que vous ne pourrez pas comprendre. Hein. Donc il faut intégrer cette notion de Mos Maiorum. Il faut toujours l'avoir dans un coin de sa tête quand on pense à la société romaine. Que ce soit de la République même jusqu'à l'Empire, hein, puisque ça va se perpétuer dans le temps. Aucun homme ne peut s'élever face au calendrier. Aucun. Le seul à la limite pardon, qu'elle aurait le pouvoir, c'est ce que je vous dis, c'est le Pontifex Maximus. Et encore. Donc j'en viens à la tradition énéide. Les origines de Rome remonteraient à la guerre de Troie. Donc la guerre de Troie, si vous voulez en savoir plus, vous prenez l'Iliade, vous aurez ce qu'il faut. Donc Énée est parti de Troie, donc Énée, E accent aigu N, E accent aigu E, parti de la cité de Troie en emportant son père, Anchise, A-N-C-H-I-S-E, et une petite statue de Pallas, P-A-L-A-S. Donc, il, entre guillemets, il fuit Troie, puisque la cité est perdue, si vous voulez. Et donc, Énée décide de partir avec son père, Anchise, et une statue de Pallas. Donc cette statue de Pallas, en réalité, ça représentait Athéna. Représente la déesse Athéna, mais sous une forme bien précise, également. Toujours pareil. Donc les Troyens qui partent de la cité de Troie, donc finissent par aboutir en Afrique du Nord, à Carthage. À Carthage, ils y trouvent des Phéniciens. Oui, il faut garder en tête que Carthage, c'est une cité qui est fondée par les Phéniciens qui sont établis sur la côte du Levant, la côte levantine, et qui partent pour coloniser et qui fondent Carthage.
Donc ils y trouvent des Phéniciens avec à leur tête la princesse, la reine Didon, D-I-D-O-N. Les Phéniciens et les Troyens se rapprochent, et Énée et Didon aussi. Donc on est passé à ça, hein, que Carthage aurait pu devenir une cité phénico-troyenne. On est passé pas loin. Si les Troyens avaient décidé de rester à Carthage. Et alors Vénus intervient auprès d'Énée, enfin, serait intervenu, hein, toujours pareil, on est dans la légende, hein. Vénus intervient auprès d'Énée et lui aurait dit de partir. Énée va s'exécuter, et par la suite va donc décider de partir. Donc, Vénus ou Aphrodite, comme vous voulez. Il s'en va discrètement la nuit avec tous les Troyens qui remontent sur leur navire et qui s'en vont. Alors, selon Virgile, Didon, folle de désespoir, aurait fait construire un énorme bûcher en disant que ce bûcher symbolisera la haine entre la cité de Carthage et la future cité que Énée va fonder. Et bien évidemment, la cité qu'Énée va fonder, c'est Rome. Donc Virgile, bien évidemment ici, inscrit, et puis comme je vous l'ai dit, dans la société romaine, on y croit dur comme fer à ces histoires-là. Donc c'est ce que j'allais dire, c'est presque du pain béni en réalité. Virgile ici inscrit les relations tendues, extrêmement tendues, entre Carthage et Rome. Sous la période républicaine, pensez aux guerres puniques, pensez à Hannibal, hein, et le passage des Alpes, pensez à la bataille du lac Trasimène, enfin bon, toutes ces choses-là. Virgile, pour prouver, si vous voulez, alors une sorte de... enfin, pour donner une origine à cette haine, il dit, oh là, il dit, ça va bien plus loin que vous l'imaginez, ça va bien plus loin que la politique. Ça remonte à l'époque d'Énée. Ça remonte à l'époque où Énée s'était enfui et Didon avait construit le bûcher en disant, ça c'est la haine, etc. Et donc les Romains disent, ah bah oui, d'accord, tout de suite c'est plus clair. Ah, c'est pour ça qu'on ne s'entend pas avec les autres et qu'on ne peut pas les piffrer. Ah oui, d'accord. C'est parce que Aîné s'est enfui. Bon. Enfin, ils disent pas qu'il s'est enfui, hein. Il est parti sous l'ordre de Vénus, hein, et on ne contredit pas les dieux, hein, évidemment. Bon. Donc il s'est pas enfui, hein, il est parti. Et au contraire, c'est les autres, c'est Didon qui n'a pas accepté que Aîné s'enfuit alors que la déesse lui avait dit de partir. Donc du coup, c'est un petit peu de la faute des Carthaginois. Donc ça renforce, une fois de plus, les sentiments ennemis entre les deux grandes cités. Donc les Troyens repartis de nouveau en pleine mer, finissent par aboutir sur une plage, sur le Latium. À l'endroit où ils débarquent, les aborigènes ont un roi, Latinus. Évidemment, il fallait qu'il y en ait un comme ça. Latinus, qui accueille les Troyens. Et Énée voudrait bien épouser Lavinia. Hein. Alors Latinus, je ne voulais pas épeler, mais bon, Latinus, hein, qui donnera par la suite latin, hein, en réalité. Et Lavinia et Lavie, pardon, Enia. Donc Énée voudrait bien épouser Lavinia, qui est la fille de Latinus. C'est ce qui se passe. Et donc nous avons une fusion
entre les Troyens et les Latins. Alors, Énée et Lavinia auront un fils, Jules. Énée va fonder la ville de Lavinium, en hommage à sa femme, et son fils, Jules, fondera Alba, ou en français Albe. Donc Alba va apparaître comme une très grande métropole. La légende dit que qu'à Alba, le vieux roi venait mourir, donc Latinus. Hein. Donc par la suite, à la mort de Latinus, il va y avoir un partage entre ses deux fils. Et il y avait une condition qui avait été faite, qui avait été fixée par le père. Alors les deux fils sont Numitor, N-U-M-I-T-O-R, et Amulius. Et donc pour Numitor et Amulius, il y avait deux sortes de conditions. Numitor, lui, devait faire les parts de l'héritage, donc constituer des parts. Et Amulius choisit sa part. Donc c'était ce qui a été fixé. Donc Numitor s'exécute. Numitor a mis de côté le pouvoir royal et d'un autre côté la richesse. Amulius arrive par la suite. Il choisit la richesse. Il choisit la richesse, mais il se dit qu'il faut qu'il s'assure, il faut qu'il trouve un moyen pour que s'il arrive quelque chose à son frère, il puisse hériter. Donc, il fallait faire en sorte que Numitor n'ait pas de fils, descendant via sa fille. Donc, il voulait tout simplement supprimer la descendance de Numitor, et comme ça, tout reviendrait à Mulius. Alors, Amulius va faire pression pour que cette fille soit consacrée à la déesse Vesta. Vesta. Et la fille de Numitor devient donc une Vestale. Donc la Vestale, elle est censée être consacrée, si vous voulez, à un seul dieu. Enfin, la déesse, pardon, la déesse Vesta. Et il doit également rester vierge. Mais évidemment, le problème, c'est que ce dernier point va poser un souci. Alors Mars se présente sous la forme humaine, même je dirais surhumaine. Bien évidemment, c'est un homme parfait. Voilà. Comme à chaque fois que les dieux descendent sur Terre, c'est toujours sous une forme parfaite. Donc Mars se présente sous la forme humaine, et bien évidemment, elle ne peut pas résister au charme terrible, si j'ose dire, de, euh, de Mars. Donc bon, ils font les choses que vous imaginez, et donc la Vestale se retrouve enceinte de Mars. Et par conséquent, elle n'est plus digne d'être Vestale, et donc elle est condamnée à être enterrée vivante. C'est la loi, c'est comme ça. Donc on attend qu'elle accouche des deux jumeaux, puis
on l'emmure. Donc Numitor pardon, n'a plus de descendance. Et Amulus, lui, son plan a réussi. Il lui reste juste un petit détail à régler. Il demande d'aller exposer les enfants dans la forêt, les enfants d'Avestal. Donc il y a un serviteur qui a pris les deux jumeaux et qui les a mis dans un panier et qui les a jetés dans le Tibre. Le panier, pas le Tibre, mais si on remplace le Tibre par le Nil, le panier, le Nil. Et bien évidemment, tradition juive. Moïse. Moïse a été mis dans un panier aussi. On a balancé le panier à l'eau. Après, il a été recueilli, etc. Bien l'histoire du panier de Moïse, d'où est-ce qu'elle vient? Ils n'ont rien inventé, hein, ils ont tout pompé sur les Romains. Voilà. Donc, ils sont mis dans un panier, balancés au Tibre. Le panier vient s'échouer au pied du mont Palatin. Hein. Et donc, c'est là qu'une louve vient les récupérer. Lupae, en latin. Donc, une louve vient récupérer les deux jumeaux et élève donc les deux petits garçons. Sur le Palatin, pardon, vivait un berger, Faustulus, Faustulus, donc vivait Faustulus et sa femme. Donc le berger a découvert la louve qui élevait les deux garçons. Hein. Donc par la suite, il va récupérer les deux jumeaux. Et en récupérant les deux jumeaux, il comprend très vite et il sait très bien que c'est Romulus et Rémus. Donc il décide tout de même de les garder. Donc en soi dans l'illégalité. Alors ils deviennent très vite, en grandissant, des chefs de bande, hein, des chefs des enfants, des villages alentours. Et cela parce qu'ils sont des demi-dieux. Mais oui, leur père c'est Mars, c'est pas rien quand même. Dieu de la guerre en plus. Hein. Mars, Arès, pour les Grecs. La guerre brutale. C'est pas la guerre stratégique d'Athéna. Donc les petits bergers qui vivent dans ces villages combattent les bergers d'Amulius. Et donc, bien évidemment, ces petits bergers sont menés par Romulus et Rémus. Donc Rémus va se faire arrêter et Romulus va donc s'en aller pour récupérer son frère. Et donc Faustulus raconte l'histoire de Romulus et Rémus et notamment de leur descente en ville. Donc Romulus arrive en ville et remet de l'ordre, entre guillemets, hein, bon, plutôt full bazar. Donc il fait sa descente, hein, sa descente avec les bergers. Hein. Il ne va pas tout seul. Hein. Il emmène des bergers et puis il emmène tous les jeunes qui peuvent embrigader. Quoi. C'est vraiment un meneur. Hein. Donc il fait un petit peu d'ordre dans la ville, mais les habitants d'Alba ne veulent pas de Romulus et Rémus car ils sont des bergers. Les bergers, ça cause des problèmes parce que on les associe à quelque chose de sauvage. Hein. Dans l'Antiquité, il y a ceux qui habitent dans les villes, qu'on considère comme des gens civilisés, et ceux qui habitent dans les campagnes, comme les bergers. Et ceux-ci sont considérés comme des sauvages, des rustres. Voilà. Donc du coup, il y a cette dualité qui rentre bien évidemment en conflit.
Donc les bergers, eux, sont tranquillement dans leur montagne, mais c'est vrai que ils sont embêtés parce que s'ils veulent descendre et même s'installer dans des villes alentours, c'est pas possible, puisque du coup, il y a cette confrontation entre gens de la ville et gens de la campagne, hein, pour faire simple. Donc, Romulus et Rémus repartent avec l'idée de fonder une ville. Fonder une ville qui aura comme base universelle, comme ciment, l'universalité. Et l'idée que Rome deviendra un hospice dans les premiers temps. Rome deviendra un hospice, hein, c'est-à-dire que d'où vous veniez, que vous soyez gaulois, que vous soyez même italien, vous pouvez venir à Rome, Rome accueille tout le monde. Ce qui va faire que très vite la population au sein de Rome va croître. C'est en partie dû à ça et avec tout ce que j'expliquais dans la première partie, hein, que Rome était un point commercial stratégique. Les deux, mis l'un dans l'autre, ont abouti à un essor démographique de la ville, de la cité. Donc les deux frères, malheureusement, sont en désaccord. Romulus veut fonder la ville sur le mont Palatin et Rémus veut la fonder sur l'Aventin. Donc, il y a un problème. Alors, pour se départager, ils veulent prendre ce qu'on appelle des hospices. A-U-S-P-I-C-E-S. Les hospices. Alors, pour prendre ces hospices, c'est vraiment les prêtres qui s'en chargent. Et donc, ils ont un bâton et ils délimitent dans le ciel un carré. Et en fonction de ce qui passe dans ce carré, ça désigne le message. Donc les dieux communiquent via ce carré. Donc Rémus est le premier à avoir des vautours dans son carré. Donc il dit, c'est moi, Aventin. Quelques instants juste après, c'est Romulus qui voit des vautours 2 fois plus. Donc Romulus dit, Palatin. Le premier, Rémus, défend la primauté. Il dit, moi, ils sont arrivés en premier. Romulus défend la quantité. Romulus dit, moi, j'en ai eu 2 fois plus que toi. Finalement, il sera départagé que c'est Romulus qui commence à fonder la ville. Donc Rome sera fondée sur le Palatin. Alors il procède une fois de plus selon un rite en traçant ce qu'on appelle le sillon originel. Donc c'est avec une charrue attelée à 2 bœufs blancs, très important blanc. Et donc il fait un sillon, hein, simplement, dans la terre, et ce sillon délimite le contour de la cité. C'est ce qu'on appelle le pomerium. P-O-M-E-R-I-U-M, le pomerium. Donc évidemment, certaines fois, il lève la charrue pour laisser des entrées, hein, pour laisser les entrées de la ville. Donc ce sillon délimite donc les contours de la cité. Et Romulus annonce que il est interdit de franchir cette cité, de franchir ce mur, pardon, et en étant armé. Pour rentrer dans le pomerium, on doit être désarmé. Il y a même des conditions spéciales pour rentrer dans le pomerium. Et celle-ci en fait partie. Son frère Rémus, pour le taquiner, aurait franchi le sillon pour rigoler. Sauf que Romulus, lui, ne rigole pas. Romulus s'en prend violemment à son frère jusqu'à le tuer. Romulus dira donc tuant son frère, voilà ce qui arrivera à celui qui s'en prendra à ma cité. Donc le ton est donné, si vous voulez. Donc le jour de la fondation de Rome,
Rémus est tué. Une fois ce sillon construit, le début de la ville, il déclare Rome Asilum, A-S-Y-L-U-M, si je ne me trompe pas. Asilum signifie refuge, un asile. Ça va donner un asile en français. Un refuge. Donc, comme je vous le disais, Rome devient Asilum, donc, c'est-à-dire euh, les frontières ouvertes. Hein. Tout le monde, vous pouvez venir, peu importe ce que vous soyez, vous êtes accepté à Rome. Et c'est justement pour se distancer, c'est ce qui fait l'originalité de la cité de Rome à l'époque et pendant très longtemps, avant que viendront l'arrivée politique de la citoyenneté qui va complexifier, tout ça. Hein. C'est pareil en Grèce, hein, avec les premières réformes de Clisthène qui vont codifier cette citoyenneté, et donc les villes auront de nouveau une place à part. N'est pas athénien, n'est pas citoyen athénien qui le veut, hein, après Clisthène, hein, et encore plus après Périclès. Bon. Eh bien, au tout début de Rome, c'est tout à fait l'inverse de cela, et c'est pour se distancer d'Alba également. Je vous rappelle, Alba qui faisait la différence avec les sauvages. Et donc, Romulus, en déclarant Rome Asilum, eh bien, il prouve l'universalité de Rome. Et c'est une des premières caractéristiques qui va s'imposer à cette époque-là. C'est Rome, ville universelle. Bon. Donc Rome offre asile et donc protection. Rome a donc attiré ce qu'on pourrait appeler tous les désespérés, si vous voulez, du Latium. Hein. Donc Rome, au départ, c'est une communauté de moins que rien, hein, clairement. C'est une communauté de moins que rien, avec une citoyenneté ouverte à tout le monde. Dans le système romain, au début, aux origines de Rome, dans le système romain, vous êtes citoyen romain si on veut de vous. Tout simplement, si on vous accepte dans Rome, de facto, vous êtes citoyen romain. Vous obtenez la citoyenneté. Donc ce n'est pas une citoyenneté restrictive, et ce n'est pas non plus une citoyenneté censitaire, ce qui changera sous la République. Puisque pour certains offices, notamment, il y aura un système censitaire. Et la citoyenneté censitaire, elle se fera également en Grèce, l'époque classique. Donc, à Rome, on y retrouve majoritairement des hommes. Et le problème se pose, c'est que dans les alentours, eh bien, personne n'a envie de donner sa fille en mariage à cette cité, hein, c'est moins que rien qui réside dans la cité. Donc il y a un problème, c'est que bien, une cité, enfin, vous voyez le problème se crée, une cité qui ne comporte que des hommes, c'est une cité qui ne peut pas survivre, puisqu'il n'y a pas de descendance. Donc Romulus va se comporter en voyou en organisant des viols collectifs. Donc qui auront pour but de forcer les femmes à porter des descendants d'habitants de Rome. Et donc ces descendants sont de facto également habitants de Rome et citoyens de Rome. Et il y a un épisode célèbre, hein, donc Romulus organise une grande fête autour de la cité de Rome. Et comme c'est une fête religieuse, on doit s'y rendre sans armes. Alors les voisins, qui sont les Sabins, j'en ai parlé tout à l'heure, viennent en grand nombre.
Et donc en réalité, cette fête était un traquenard manigancé par Romulus et ses compagnons. Et donc celui-ci et ses compagnons vont enlever les habitantes de la cité, vont enlever les Sabines. Vous avez plus tard le fameux tableau de David, l'enlèvement des Sabines. Donc les Sabins vont un peu le prendre en travers, normal quoi. Et donc vous rentrez chez eux avec l'idée de se venger. Et le roi Titus Statius, bon, Titus, ça va, et puis Tatius, T-A-T-I-U-S. Le roi Titus Statius envoie des soldats pour aller taper sur Rome, quoi, pour aller se venger de cet affront. Rome va se défendre, et est défendue par une seule citadelle qui va résister, commandée par Tarpius. T-A-R-P-I-U-S, Tarpius. Et il y a une jeune femme, Tarpeia, donc T-A-R-P-E-I-A, qui sort de la citadelle pour s'en aller chercher de l'eau. Elle est interpellée par les assaillants et Titus Statius demande à Tarpeia s'il y a une faille dans la forteresse. Elle promet de lui révéler la faille si ses hommes lui donnent ce qu'ils ont au bras. Et en fait, ce qu'elle visait, c'était des boucliers en or que tous les soldats avaient. Les soldats avaient des petits boucliers, pardon, pas des boucliers, des bracelets en or. Et donc, ce que Tarpeia demande, c'est d'avoir les bracelets en or. Titus Statius accepte, et donc elle révèle la faille dans la citadelle. La citadelle est prise, et Tatius obéit en lui disant ce que les soldats ont au bras. Et donc, Tarpeia se présente devant tous les soldats, et Titus Statius dit, soldats, balancez-lui ce que vous avez au bras. Sauf que les soldats ne balancent pas les bracelets, mais ils balancent ce qu'ils avaient juste en dessous, c'est-à-dire les boucliers. Ils tenaient leur bouclier avec le même bras où il y avait le bracelet en or. Donc, elle va être lapidée de bouclier. Pour traîtrise, en plus. C'est-à-dire qu'elle est considérée comme une traîtresse parce qu'elle a vendu son camp, elle a vendu la faille de sa forteresse par cupidité, par avidité, pour avoir de l'or. Et donc, Titus Statius se venge en lui disant « Waouh, tu voulais ce qu'on a au bras, et ben voilà. » Et donc elle meurt lapidée. Alors déjà, c'est pas Jojo lapidée, mais en plus de bouclier, ça devait être sympathique. Hein, bon. Donc cette bataille est remportée par les Sabins et les Romains sont obligés de reculer sur le Palatin. Romulus va prier Jupiter pour obtenir de lui la résistance et il lui promet de lui construire un temple. Et plus tard, en effet, il construira le temple de Jupiter Stator, S-T-A-T-O-R, celui qui tient. Hein. Stator, qui donnera plus tard Stare. Stare, c'est se tenir debout, et Stare, qui donnera en français État. Donc l'État, étymologiquement parlant, c'est ce qui tient debout. Ça a plein de significations, mais évidemment, en américain, c'est devenu le State, United States, les États-Unis. Donc Stare States. Ouais, vous voyez, le cousinage est beaucoup plus flagrant en américain qu'en français. Donc là, Stator, donc celui qui tient.
Donc, au moment où les Romains et les Sabins se préparent à faire une charge pour se rentrer dedans et donc régler une fois pour toutes les Romains, eux, pour avoir la défense, et les Sabins pour se venger de l'affront, les Sabines viennent avec leurs enfants au milieu du champ de bataille. Et les Sabines viennent pour négocier la paix entre les deux. Alors, comme c'est pas des sauvages, bien évidemment, en voyant les femmes en travers, tout de suite, la bataille s'est arrêtée. Les ennemis, en voyant les enfants, se seraient serré la main, et donc il y aurait eu un partenariat, entre guillemets, d'une union latino-sabine. Et donc Rome est le synocisme des Latins et des Sabins. Et comme c'est joli. Et donc du coup, ces enfants sont adoptés, tout comme les Sabins, mais une partie des Sabins, sont adoptés dans la ville de Rome. Et donc la descendance est assurée. Alors, à Rome, ce sera, à la suite de ce synocisme, ce sera un pouvoir tournant. Le premier roi Romulus est un latin, le second sera Titus, l'autre, alors sera, sera Titus Tatius, ou même un autre Sabin s'il meurt entre-temps. En tout cas, ce sera un Sabin. Le troisième un latin, le quatrième un Sabin, etc. Vous avez une alternance entre les deux. Quand Romulus meurt, euh, on ne retrouve pas son corps. Hein, et donc, il est divinisé et Rome devient le dieu Quirinus. 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 Donc, à sa mort, il est divinisé. Et alors, vous en avez un autre qui est divinisé à sa mort, un peu après, c'est Jules César. Jules César, quand il est assassiné, on raconte qu'il y aurait en plein jour une comète. Donc c'est quelque temps après son assassinat, une comète qui traverse le ciel. Et donc les Romains, super croyants, en plus c'est des astres, hein, interprètent cela comme un message de César. Parce que tout simplement, en fait, c'est juste après son assassinat, et c'est après l'assassinat de César, donc tous les sénateurs croient qu'ils ont sauvé la République, etc. Hein. En réalité, la République devient décadente hein, après cette nouvelle guerre civile. C'est une décadence totale. La République fout le camp, clairement. Hein. Et en plus de ça, ils ont l'opinion populaire sur le dos parce que les sénateurs n'appréciaient pas César, mais il était très apprécié du peuple. Hein. Faut pas oublier, quand on a ouvert le testament de Jules César, on a retrouvé dans son testament, il avait fait une donation à chaque citoyen. Vous vous rendez compte, une donation à chaque citoyen. Donc chaque citoyen a récupéré un petit bout de son trésor au nom de Jules César. Donc il était hyper populaire auprès du peuple, et donc son assassinat a été très mal perçu. Et donc, dans cette période de décadence, il y a cette comète qui apparaît, et donc forcément tout le monde interprète ça comme César qui fait un signe du ciel en disant, bah voilà, vous m'avez tué, maintenant vous êtes bien dans la mouise, mais n'oubliez pas, je suis là, je vous observe. Et donc, par cette chose-là, César est entre guillemets divinisé. Mais c'est moins, comment dire, important que Romulus. Romulus rentre réellement dans le Panthéon. Quirinus rentre réellement dans le Panthéon, pardon. César, non. C'est un dieu populaire, si vous voulez. Donc le successeur de Romulus fut donc, comme le voulait la tradition, entre guillemets, un Sabin, donc Numa Pompilius, donc Numa, Numa, Pompilius,
P-U-L-I-U-S, pardon. Non, P-O-M-P-I-L-I-U-S. Donc Numa Pompilius. Donc l'œuvre de Numa Pompilius fut surtout une œuvre religieuse. Hein. Avec Numa intervient notamment l'idée des jours néfastes. Hein, alors il y a des jours néfastes comme ça, où il ne faut surtout pas passer d'accord. Voilà, c'est comme ça. Et que ce sont des jours qui sont décrétés comme mauvais. Et donc il est clairement interdit de passer un accord. Hein, parce que ça ne marcherait pas, quoi. Ce serait un accord raté, ça mènerait malheur, ça mènerait malédiction. Hein. Alors, il va également instituer un certain nombre de fêtes hein, et de collèges de prêtres, hein, notamment le collège des Flamines, hein, avec les trois principaux des dieux. On va retrouver Jupiter, Mars et Quirinus. Donc Jupiter, hommage direct à la promesse qu'avait fait Romulus. Mars, bien évidemment, c'est le père, au final, spirituel, si vous voulez, de Rome, hein, et puis père considéré comme biologique de Romulus et Rémus, et Quirinus, c'est Romulus. On retrouve le collège des Saliens également, S-A-L-I-E-N-S. Et donc, je vous en ai tout à l'heure un petit peu parlé, est arrivé le Pontifex Maximus, donc P-O-N-T-I-F-E-X, Maximus, M-A-X-I-M-U-S, donc qui devient en français le Grand Pontife, hein, et qui existe encore aujourd'hui, puisque le pape François est le Grand Pontife. Donc le Pontifex Maximus est à la tête de la religion romaine. Donc le roi suivant fut un latin, Tullius, T-U-L-I-U-S, Hostilius, H-O-S-T-I-L-I-U-S, lui a fait une œuvre militaire. Hein. Il aurait vaincu la métropole d'Alba et il l'aurait fait raser et les Albins auraient été amenés à Rome. Alors c'est la légende des deux familles, des Orati et des Curiati. Alors, Orati, H-O-R-A-T-I-I, et Curiati, C-U-R-I-A-T-I. Donc deux familles, une latine et l'autre sabine, et l'autre albine, pardon. Et donc trois guerriers de chaque famille pour un affrontement singulier, hein, donc qui aurait déterminé en réalité le sort de la bataille. Bien évidemment, les latins l'auraient remporté. Le troisième roi, un sabin, Ancus Marcius, hein, donc Ancus A-N-C-U-S, Marcus M-A-R-C-I-U-S. Alors il a fait une œuvre religieuse militaire et il a surtout fait un certain nombre de constructions utilitaires. Hein. Il a fait construire sur le Tibre le premier pont de Rome, un pont entièrement chevillé. Hein. Il aurait fait aménager également des salines. Hein. Il a fait construire un port pour Rome. Voilà, donc c'est l'œuvre à peu près, grosso modo, qu'il aurait réalisée. Ancus serait mort en 616, hein, et à la suite de sa mort, les Romains ne vont pas élire, puisque c'est le principe de l'élection, un latin, mais un émigré étrusque. Donc là, on retrouve les Étrusques, on retrouve ce que je vous disais dans l'archéologie, avec le mélange entre les Étrusques et les Latins. Donc ces trois rois qui viennent d'apparaître là sont soulignés par l'historien Georges Dumézil. Georges Dumézil a démontré que à Rome, c'était de la mythologie écrite comme de l'histoire. Et donc il s'est intéressé à la langue et il s'est posé la question d'une mythologie comparée. Donc à grande échelle avec plusieurs exemples. Et il y repère trois socles
de la société indo-européenne. Premier socle, la souveraineté et la religion. Deuxième socle, la guerre. Et troisième socle, la protection et la richesse. Et donc, il a également fait, bien évidemment, le parallèle entre les trois premiers souverains romains, rois romains. Numa Pompilius, la religion. Tullius, la guerre. Et Ancus Marcius, la construction, donc en soi la protection. Donc il a décelé ces trois socles présents dans la mythologie, et donc il a permis de prouver que ce n'était pas spécifique à la période romaine. Voilà, ça c'était un petit point historiographique. Voilà, j'en ai fini maintenant pour ce qui est de la partie tradition, et donc de la partie, donc cette partie sur les rites et les traditions. Donc j'en ai également fini pour ce cours introductif. Donc la prochaine fois, on commencera à rentrer directement dans le sujet. Et le prochain cours, à mon avis, j'ai pas encore réfléchi, mais je pense que je vais l'organiser comme ça. Il portera sur les deux grands types de familles, à savoir les patriciens et les plébéiens. Je ferai un petit point là-dessus sur le prochain cours. Et le cours encore après, on passera à la structure familiale en elle-même, donc avec la familia, la gens, etc. L'histoire de la famille élargie, la clientèle, on reviendra sur tout ça. Et puis en dernier point, donc dans un troisième cours, je reviendrai pas sur du coup la société romaine en elle-même, mais plutôt sur l'organisation politique et les différentes magistratures qu'on y retrouve. Voilà. Je ferai un petit point sur ces magistratures qui sont en soi, qui font partie de l'organisation de la société romaine. Voilà. Donc j'en ai fini pour ce cours introductif. Je vous dis à la prochaine, donc pour commencer le cours sur ces deux grandes familles. Et donc prenez soin de vous. Et puis à très vite.